deux représentants du groupe Safran. Monsieur Olivier Andriès, directeur général, accompagné de Madame Suzanne Koucharekova, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Madame. Très bien. Directrice des affaires publiques. Madame et Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de répondre à notre invitation. Monsieur Andriès, après une première carrière au sein de nos administrations, vous êtes entré dans l'industrie chez Lagardère et Airbus, puis vous avez gravi les marches au sein du groupe Safran, grand groupe donc industriel et technologique français, présent dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Vous êtes également président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire de quelques minutes qui précédera nos échanges sous la forme de questions et de réponses, à commencer par celle de notre rapporteur Alexandre Loubet. Je vous remercie également de déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame et monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Formidable. Eh bien, monsieur le directeur général, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de me recevoir devant cette commission d'enquête aujourd'hui. Donc, comme vous me l'avez proposé, je vais démarrer mon propos par quelques phrases sur le groupe Safran, qui nous sommes, d'où nous venons et nos principales caractéristiques. Bon, Safran, c'est un leader mondial qui est reconnu dans le domaine de l'aéronautique, de la défense et de l'espace, plus particulièrement dans le domaine de la propulsion aéronautique, dans le domaine des équipements et des équipements critiques pour la sécurité des vols, tels que les trains d'atterrissage par exemple, tels que les nacelles d'avion, les systèmes électriques. Mais nous sommes également dans les intérieurs d'avion, les sièges particulièrement, et puis nous sommes également dans la défense, dans des équipements de défense, et puis dans le spatial aussi, notamment à travers de notre filiale commune avec Airbus qui s'appelle Ariane Group, et qui, comme vous le savez, réalise à la fois les fusées Ariane, et donc aujourd'hui Ariane 6, mais également la force de dissuasion nucléaire et notamment les missiles balistiques. Alors nous faisons des équipements critiques et dans chacun de nos domaines, nous sommes soit le numéro 1, soit le numéro 2 mondial. Alors cette position, c'est le fruit de l'histoire. Puisqu'on parle de réindustrialisation, j'aimerais revenir sur une étape fondamentale pour le groupe Safran, qui à l'époque s'appelait SNECMA en 1974, donc ça fait 50 ans. On a fêté le 50e anniversaire de ce partenariat l'an passé, que nous avons noué en 1974 avec l'américain General Electric pour se lancer dans les moteurs d'avions civils. À l'époque, SNECMA était une société détenue par l'État qui faisait essentiellement des moteurs d'avions militaires, en fait les moteurs des avions de combat d'assaut. Et le CEO de l'époque, le directeur général de l'époque, a eu cette vision qui était partagée en fait par le gouvernement et par le président de la République à l'époque, donc M. Pompidou. Il a eu cette vision que pour se développer, il fallait absolument que la SNECMA rentre dans les moteurs d'avions civils. C'était une époque où Airbus ne faisait que démarrer. Donc Airbus n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et les grands avionneurs à l'époque étaient trois grands avionneurs américains. Il y avait Boeing, il y avait Lockheed et il y avait Douglas. Et donc il a eu cette vision que pour rentrer dans le domaine des moteurs d'avions civils, il fallait s'allier avec un partenaire, et notamment un partenaire américain. Et donc, ce partenariat a subi quelques oppositions, notamment à l'époque.
Et c'est finalement remonté au niveau des présidents, c'est-à-dire de Richard Nixon euh, aux États-Unis et de Georges Pompidou, qui, à l'occasion du sommet de Reykjavik, en fait, ont décidé de lancer ce partenariat. Et donc nous sommes le fruit aujourd'hui, nous sommes le fruit de la politique qui a été menée à l'époque par Georges Pompidou. Je le dis parce que c'est un élément de fierté pour nous et ça montre qu'en fait les positions se construisent dans la durée. Ça se construit dans la durée. Alors ce partenariat nous a permis de développer un moteur à l'époque qui était un moteur en rupture et dont le premier client était Boeing. Donc le premier client qui nous a fait confiance à l'époque, c'était Boeing. Voilà. Et Airbus n'est venu qu'après, lorsque Airbus a lancé l'A320. Donc des années et des années plus tard, Airbus a décidé de lancer l'A320 avec un moteur CFM, puisque c'était le nom de ce partenariat que nous avons noué avec GE. Voilà. Et donc nous sommes devenus leader mondial des moteurs d'avion en ayant, je dirais, l'honneur de motoriser à la fois des avions Airbus et des avions Boeing. Voilà. Et nous représentons aujourd'hui 70% du marché mondial des moteurs d'avions moyens courriers, lesquels avions moyens courriers représentent à peu près 80% des avions qui sont actuellement livrés, des avions commerciaux, j'entends. Voilà, ce succès, nous l'avons reproduit dans les années 2010 en lançant un successeur au moteur de l'époque. Donc ce successeur s'appelle le LEAP et nous avons reproduit ce succès avec le moteur LEAP puisque le moteur LEAP motorise les Boeing 737 MAX en simple source et motorise également l'A320 Neo qui est offert aujourd'hui avec deux moteurs, mais nous avons 60% de part de marché chez Airbus. Donc 60% de part de marché chez Airbus, 100% de part de marché chez Boeing et nous avons également été retenus par l'avionneur chinois qui s'appelle Comac. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce mouvement qui a été fait il y a 50 ans, qui était un mouvement audacieux à l'époque, fait ce que nous sommes aujourd'hui. Cette position que nous avons acquise sur les moteurs a permis à la SNECMA de consolider autour d'elle un certain nombre d'acteurs français dans le domaine des équipements aéronautiques qui, à un moment ou à un autre de leur histoire, étaient potentiellement en difficulté. Et donc nous avons consolidé en fait autour de nous des sociétés aussi prestigieuses que la Binal, que Turbomeca, leader mondial des moteurs d'hélicoptères, situé à Pau, bien connu notre Premier ministre, la Binal, mais aussi Sagem. Et Safran est le fruit de la fusion de la SNECMA et de Sagem. Et Sagem nous a permis de rentrer dans le domaine de la défense et des équipements de défense. Et enfin Zodiac, qui est la dernière grande acquisition que nous avons faite il y a maintenant 7 ans. Voilà. Donc c'est ce qui explique notre présence aussi géographique sur le territoire métropolitain, puisque nous avons 80 sites de production en France. Nous sommes dans toutes les régions métropolitaines. Nous sommes le premier employeur industriel dans une vingtaine de départements. Nous faisons vivre de nombreux bassins d'emploi, comme Pau par exemple. Nous avons près de 3000 personnes à Pau, comme Montluçon dans l'Allier, comme Issoudun dans l'Indre ou Fougères, dans les marges de la Bretagne. Voilà, nous avons 50% de nos effectifs qui sont en France. Nous réalisons 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. C'est 3 chiffres. 90% de notre chiffre d'affaires à l'export, 50% de nos effectifs en France et 90% de nos activités de recherche et de technologie en France. Donc vous voyez, nous sommes un groupe très international qui participe à la balance commerciale du pays, puisque nous pesons, alors je ne sais plus exactement, mais entre Airbus et nous et le reste de l'aéronautique, je crois qu'on pèse 30 milliards d'excédent commercial en France. Nous sommes un groupe malgré tout français, donc très international,
très grands chiffres à l'export, mais nous sommes français, nous avons des racines françaises. Comme je vous l'ai dit, nous sommes enracinés dans un certain nombre de territoires en France, et ça c'est important. Donc nous en sommes fiers. Et nos effectifs, c'est à peu près 100 000 personnes dans le monde, dont 50 000 personnes en France. Nous réalisons à peu près 50% de nos achats en France. Donc nous avons derrière nous toute une filière industrielle de PME et d'ETI dans le domaine de l'aéronautique et de la défense. Nous réalisons 20% de notre chiffre d'affaires dans la défense et nous en sommes fiers, à la fois dans le domaine des moteurs militaires, ce sont évidemment les moteurs des avions de combat de Dassault, le moteur du Rafale, donc un certain nombre d'équipements critiques, mais aussi nous sommes présents dans ce qu'on appelle l'électronique de défense, dans des technologies de souveraineté comme la navigation inertielle, que nous avons développée depuis 50 ans en partenariat avec la force de dissuasion nucléaire française. Donc navigation inertielle, c'est une technologie que la France est le seul pays à maîtriser en dehors des États-Unis en Occident. C'est quand même une technologie qui permet à n'importe quel objet, que ce soit un sous-marin, un bateau, une fusée, un missile, un avion, de connaître exactement sa position sans avoir besoin de se reposer sur les constellations, qui, comme vous le savez, peuvent être brouillées ou même leurrées. Donc nous avons ces technologies d'électronique de défense aussi, dans le domaine de la défense. Alors nos grands enjeux stratégiques, ils sont essentiellement au nombre de deux, c'est la décarbonation et la souveraineté. Alors la décarbonation, pourquoi? Parce que nous sommes un acteur important de l'aéronautique et tous les acteurs de l'aéronautique se sont engagés collectivement à décarboner le secteur aérien, à y arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y arriver, évidemment, il y a la technologie, il n'y a pas que la technologie, il y a la technologie qui doit nous permettre de faire probablement 30% du chemin. Et puis, il y a ce qu'on appelle les carburants durables. Alors, sur la technologie, ce sont essentiellement l'aérodynamique de l'avion et le moteur. Donc, le moteur, à lui tout seul, devrait apporter 20%. Et nous avons l'ambition, en fait, précisément parce qu'on est leader mondial dans le domaine des moteurs d'avion, on a décidé d'être nous-mêmes disrupteurs, c'est-à-dire de proposer, en fait, pour le futur moyen courrier d'Airbus et de Boeing, un moteur qui sera en rupture et qui devrait apporter 20% d'économie de carburant par rapport aux toutes dernières générations de moteurs qui ont été lancées il y a quelques années à peine. J'en profite pour dire que sur la décarbonation, l'aéronautique est probablement le seul secteur industriel où la France peut jouer un rôle mondial. Pourquoi? Parce qu'elle a un leader mondial des avions qui s'appelle Airbus et elle a un leader mondial dans le domaine des moteurs qui s'appelle Safran. Donc la France peut jouer un rôle mondial dans la décarbonation d'un secteur industriel complet. Et si on ne faisait que 50% de réduction des émissions de gaz carbonique sur le secteur aérien au niveau mondial, ça représente autant que la décarbonation totale de toute la France. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu stratégique, évidemment, et c'est surtout un enjeu sur lequel la France peut avoir un rôle à jouer. Voilà, donc on se prépare à cet enjeu qui va essentiellement porter sur les nouvelles générations d'avions moyens courriers qui vont être lancés par Airbus et par Boeing à l'horizon du milieu de la décennie prochaine. Et c'est pour ça que nous sommes dans une période 2010-2020 de très forte intensification de notre effort de préparation de l'avenir, de préparation du futur. Donc on investit beaucoup dans les technologies en ce moment. C'est plus d'1 milliard d'euros par an en recherche et technologie que nous investissons pour la préparation de l'avenir. C'est important et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes aussi honorés d'avoir le soutien de l'État français, on pourra en dire un mot tout à l'heure, au titre du CORAC et au titre du crédit d'impôt recherche, j'en reparlerai. L'autre enjeu pour nous, c'est la souveraineté.
C'est un enjeu important. Nous sommes très fiers d'être un acteur de la défense. Pendant des années, la défense a été un secteur qui a été très décrié, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les politiques ESG, environnement, social, gouvernance. Bon, c'est en train de se retourner un petit peu parce que les acteurs européens se rendent compte avec l'invasion de l'Ukraine qu'il faut quand même se défendre, d'une part. Et puis d'autre part, on est dans une période où il faut intensifier l'effort de défense. Et pour ça, c'est important que tous les acteurs de la défense soient bien orientés. J'ajoute que pour nous et pour nos équipes, c'est une fierté et de se dire que nous sommes l'arsenal de la démocratie. Et ça, c'est un message que je souhaite bien porter. Oui, ça peut être une fierté de travailler dans le domaine de la défense. Et nous sommes fiers, nos équipes sont fières de travailler pour l'arsenal de la démocratie. Nous avons des valeurs à défendre et nous en sommes fiers. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur Safran. Soit je vous dis quelques mots sur peut-être l'attractivité du territoire français, soit vous, si vous le souhaitez, on peut passer aux séances de questions-réponses. C'est comme vous le souhaitez, Monsieur le Président. Non, je pense qu'on peut vous laisser la parole quelques minutes de plus si vous le souhaitez pour nous présenter ces éléments. En vous remerciant une nouvelle fois d'être avec nous. Et en vous présentant officiellement mes excuses personnelles. Je vous en prie. Maintenant que nous sommes enregistrés, les minutes de retard que nous avons eues sont de ma responsabilité personnelle pour laquelle je vous présente mes excuses. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, la réindustrialisation, c'est évidemment un sujet important. L'attractivité d'un territoire, c'est un sujet important. Alors, on a beaucoup de sites à l'international aussi. On a 50, je vous ai dit, on a 50% de nos effectifs en France. Ça veut dire qu'on a 50% de nos effectifs en dehors de France. 25% de ces effectifs sont en Amérique du Nord, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. On a également des effectifs au Royaume-Uni. On a des effectifs en Allemagne. On a des effectifs au Maroc. On a des effectifs en Tunisie, on a des effectifs en Pologne. On développe nos activités en Inde. On a quelques activités en Chine. Donc nous sommes implantés mondialement. Alors cette implantation mondiale, pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord c'est le fruit aussi de nos acquisitions, parce que quand on fait l'acquisition d'une entreprise, et pas simplement d'une entreprise française, nous avons également acquis des sociétés à l'international, on acquiert évidemment des sites et des activités industrielles. Donc c'est le fruit de nos acquisitions, et puis c'est le fruit aussi d'une politique de développement à l'international de Safran. Donc nous sommes, je vous l'ai dit, nous sommes un grand fournisseur de Boeing. Hein. Nous fournissons des moteurs à Boeing, mais nous fournissons également des équipements à Boeing. Nous leur fournissons des trains d'atterrissage. Nous leur fournissons des câblages d'avions. Et en fait, pour cela, pour développer nos activités en Amérique du Nord, eh bien effectivement, l'accès au marché, ça passait par une implantation locale. Alors, c'est bénéfique pour tout le monde parce que, comme je vous l'ai indiqué, nos centres de développement sont principalement en France. Mais nous avons des activités industrielles, effectivement, en Amérique du Nord. Donc, nos sites au Canada, au Mexique et aux États-Unis servent prioritairement nos grands clients américains. Au premier chef, Boeing, mais nous avons également des clients américains dans le domaine de la défense. Et puis nous servons également toutes les compagnies aériennes nord-américaines à travers des activités de maintenance et de réparation, qui est un élément important de notre activité. La maintenance et la réparation de moteurs, mais également d'équipements critiques. Donc c'est le fruit d'un certain nombre d'éléments, des acquisitions bien sûr, une volonté d'accéder au marché qui nous a amené effectivement à développer des activités dans d'autres zones géographiques, et puis également des enjeux de compétitivité globale. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de ce que nous avons fait à Casablanca. Nous sommes aujourd'hui numéro 2 mondial dans le domaine des nacelles d'avion. Vous savez, les nacelles d'avion, la nacelle, c'est le berceau dans lequel se trouve le moteur. Voilà, donc c'est
C'est un équipement critique parce qu'il a un certain nombre de fonctionnalités. Il se trouve que nous faisons les nacelles des Airbus A320 Neo. Et il y a quelques années, Airbus nous a indiqué son souhait de réinternaliser la nacelle. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il pouvait peut-être la faire aussi bien, voire mieux, chez eux, qu'en continuant à travailler avec nous. Et ça, pour nous, c'était un sujet important parce que les nacelles, c'est sur un site qui est le site du Havre, où nous avons 1500 personnes. Et donc, évidemment, l'enjeu pour nous était important. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons accepté, en fait, une baisse des prix pour que nous puissions continuer à entretenir cette relation avec Airbus sur les nacelles des Airbus A320 Neo. Donc, on a dû consentir, en fait, une baisse des prix pour conjurer cette menace. Mais évidemment, une fois qu'on avait accepté une baisse de prix, il nous a fallu trouver les moyens de baisser les coûts. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que, alors que nous étions dans une période de montée en cadence, nous avons décidé de créer un site jumeau sur les nacelles d'avion à Casablanca, au Maroc. Et avec une répartition équilibrée, future, entre Le Havre et Casablanca. Alors, nous n'avons absolument pas impacté les effectifs du Havre. Les effectifs du Havre sont restés autour de 1500 personnes. Nous avons maintenu la charge au Havre. Mais le fait de développer le site de Casablanca, dont les coûts sont moins élevés que les coûts du Havre, nous a permis en fait d'abaisser le coût moyen des nacelles que nous livrions à Airbus. Et donc, ça nous a permis en fait de maintenir notre compétitivité. Et donc, vous voyez, c'est un exemple typique de politique industrielle. Le site que nous avons développé à Casablanca nous a permis de sauver le site du Havre. Si nous n'avions pas fait ça, il ne nous aurait pas été possible de suivre la demande que nous faisait Airbus et de préserver en fait le site du Havre tel qu'il était. Voilà, c'est juste un exemple de la dynamique en fait de compétitivité dans laquelle on est, parce qu'on est dans une compétitivité, dans une dynamique compétitive mondiale. Alors, ce qui nous importe pour le futur moyen courrier, puisqu'on pense qu'Airbus et Boeing vont lancer ces avions de nouvelle génération pour une entrée en service autour de 2035, donc ils vont probablement prendre la décision de lancer ces avions entre 2028 et 2030. Typiquement, Airbus et Boeing vont mettre les équipementiers en concurrence. C'est bien logique, c'est normal. C'est la dynamique, encore une fois, du marché. Et donc, notre ambition, c'est d'être les meilleurs. Notre ambition, c'est d'être les meilleurs pour être retenus. Aujourd'hui, nous avons sur la 320 d'Airbus, il y a un contenu français qui est important. Au-delà de ce que fait l'avionneur, il y a une valeur ajoutée française parce que nous faisons les trains d'atterrissage, nous faisons les nacelles, nous faisons les câblages, nous faisons les systèmes électriques. Donc il y a un contenu et une valeur ajoutée sur cet avion française qui est important. Donc mon ambition légitime, c'est de reproduire cette situation pour la prochaine génération d'avions. Mais on sera mis en concurrence. Et donc il nous appartient absolument de veiller à ce que dans les années qui viennent, nous restions compétitifs au meilleur niveau de l'innovation. La compétitivité, c'est quoi? C'est rester au meilleur niveau de l'innovation et donc apporter le meilleur produit, mais c'est également une compétitivité prix, bien sûr. Voilà. Et donc, le site, par exemple, là où nous faisons les trains d'atterrissage d'Airbus, c'est un site de 1000 personnes qui s'appelle Bidos, c'est à Oloron-Sainte-Marie. Nous sommes le principal industriel à Oloron-Sainte-Marie. Donc, vous voyez, la réussite ou pas de notre stratégie pour nous positionner sur les avions de demain, eh bien, ça a un impact très important sur des sites qui sont très maillés sur le territoire. Et donc, on est conscient de cette responsabilité. Alors, quelles sont les clés sur, je dirais, ce qui fait qu'un territoire est attractif ou pas? Il y a bien sûr l'énergie.
Alors l'énergie, c'est important pour des activités qui sont évidemment très consommatrices d'énergie. On en a une dans l'ensemble de nos activités, c'est la fabrication de freins carbone, où on est leader mondial et où on doit d'ailleurs décider de l'implantation d'une 4e usine carbone, un dossier qui a été un peu médiatisé. Pendant très longtemps, la France a eu un atout fantastique sur l'énergie avec l'énergie nucléaire et l'Arenh. Bon, vous savez que c'est la fin du système de l'Arenh, qu'on discute aujourd'hui de ce qui arrivera post-Arenh, avec notamment ces fameux contrats CAPN. Aujourd'hui, la France n'a plus la même compétitivité dans le domaine de l'énergie que ce qu'elle a eu pendant très longtemps et pendant des dizaines d'années. Donc là, c'est pareil. Typiquement, des atouts, ça se cultive, ça s'entretient. Et le nucléaire, bah, on a failli quand même. Alors c'est aujourd'hui, on le reprend maintenant. Il y a une nouvelle prise de conscience qui a été faite. Mais pendant quelques années, on avait quand même oublié ça. Et je tiens à le rappeler, c'est dommage. Ça revient maintenant, tout le monde en a bien conscience, mais c'est important d'avoir en tête que l'énergie doit rester un atout pour le territoire français. Et donc c'est un atout, ça a été un atout qui aujourd'hui affaiblit. Et quand on regarde ce qui se passe en Amérique du Nord, et je ne parle pas simplement des États-Unis et de l'IRA, l'initiative Inflation Reduction Act, mais aussi quand je regarde le Canada, aujourd'hui le prix de l'énergie en Amérique du Nord est très compétitif, voire plus compétitif que l'énergie nucléaire française. Donc ça, c'est un premier élément. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais c'est le prix de l'énergie. Le deuxième atout du pays, qui a été un atout très important, qui est toujours reconnu, c'est l'excellence de nos écoles d'ingénieurs. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est ce qui aussi a amené un certain nombre d'entreprises étrangères, par exemple dans le domaine du numérique, à venir s'installer en France. C'est l'excellence de nos écoles d'ingénieurs. Là aussi, je tire une petite sonnette d'alarme parce que depuis quelques années, quand même, on voit un niveau d'exigence à l'école sur les mathématiques qui n'a fait que s'émousser. Et ça, c'est triste parce que c'est une bombe à retardement. Donc j'insiste là-dessus, les maths, c'est absolument fondamental. Et c'est pas les maths pour les maths. C'est les maths parce que les maths, ça forme l'esprit, en fait. Ça forme la rigueur intellectuelle des ingénieurs, notamment, qui ont à faire face à des situations complexes. Et c'est une façon de bien analyser un problème complexe et de le résoudre. Donc les maths, c'est pas juste, malheureusement, ça ne devrait pas être juste une option. C'est quelque chose qui était la force de l'enseignement français pendant des années et des années. Et malheureusement, on voit aujourd'hui cette force s'émousser. Les compétences, de manière générale, je salue la politique qui a été entreprise depuis quelques années sur l'apprentissage. C'était malheureusement une grande faiblesse de la France par rapport à l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on a tellement entretenu les gens dans le fait qu'il fallait avoir son bac. On a même eu des politiques de 80% de bacheliers, etc. C'est facile de donner une cible de 80% de bacheliers. Il suffit d'abaisser le niveau. Pardon, je suis brut de fonderie, mais c'est ça la réalité. On donne une cible de 80% de bacheliers, mais en fait, on abaisse le niveau. Donc, il faut absolument remettre à l'honneur ce qu'on appelle les filières industrielles et les filières d'apprentissage. Ça doit être valorisé, comme ça l'est en Allemagne, en fait. Et ce sont des métiers qui sont tout à fait précieux, tout à fait valorisants et qui font la force industrielle d'un pays. Donc, je salue la politique qui a été mise en place par le président de la République sur l'apprentissage, parce que c'était absolument fondamental, et je crois que ça a effectivement participé à la réindustrialisation du pays ces dernières années. Les infrastructures, c'est un atout pour le pays. Donc je le cite, c'est un atout pour le pays. Le crédit d'impôt recherche, c'est encore un atout pour le pays et qu'il ne faut, je sais que c'est tentant, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, le sujet revient sur le tapis, c'est tentant de le démanteler. Je pense que ce serait une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on reviendra sur le coût du travail, mais aujourd'hui, en fait,
Ce qui fait encore la force de ce pays, c'est l'attractivité de nos écoles d'ingénieurs et même la compétitivité de de nos activités d'engineering. Le coût des ingénieurs en France est très élevé à cause des cotisations patronales, j'y reviendrai. Il est très élevé. Il est en fait, c'est le deuxième coût le plus élevé dans le monde, après les États-Unis. Et le crédit d'impôt recherche, c'est ce qui permet de rendre nos activités de recherche et de développement compétitives. Et là, ce n'est pas simplement l'enjeu d'avoir des bureaux d'études et des centres de recherche en France. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le fait de bien enraciner des activités de développement en France, c'est ça qui permet aussi de conserver des activités industrielles en France. Pour quelle raison? Tout simplement parce que dans le monde industriel, il faut avoir une proximité entre le développeur, l'ingénieur qui conçoit un produit, et le producteur, l'industriel qui va devoir le produire. Et c'est important, cette proximité, elle est importante parce qu'il doit y avoir un dialogue nourri entre le concepteur d'un produit et celui qui va devoir le produire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui, nous, notre maillage aussi en France, c'est cette proximité entre nos centres de développement et nos centres de production. Donc, le crédit d'impôt recherche est absolument fondamental pour maintenir en France une activité de développement, d'études, de recherche. Quand je dis recherche, c'est de la recherche appliquée. Ce n'est pas simplement de la recherche fondamentale. Je parle de recherche appliquée. Et ça a un impact également sur l'enracinement en France d'activités industrielles. C'est important. Le crédit d'impôt recherche et les aides à l'innovation comme le CORAC, on aura l'occasion d'en dire un mot. Alors les points négatifs. Les points négatifs, ce sont les impôts de production. Les impôts de production, même si, là aussi, il y a eu un gros effort qui a été fait depuis 2017 avec la diminution de moitié de la contribution sur la valeur ajoutée. Mais les impôts de production représentent encore 3,8% du PIB en France, contre 2,5%, ça c'est une note de l'Institut Montaigne, contre 2,5% en moyenne en Europe et 1% seulement en Allemagne. Donc ça représente quand même encore un boulet, malgré les allègements qui ont été faits depuis 2017, ça représente encore un boulet en comparaison notamment de l'Allemagne et du reste de l'Europe. L'autre point négatif, c'est les cotisations patronales. Les cotisations patronales, pour nous, ça représente 50% du salaire brut qu'on verse à nos 50 000 employés en France. Donc notre masse salariale en France, c'est à peu près 3 milliards d'euros. On verse à peu près 1,5 milliard de cotisations patronales. Quand je regarde ce qui se passe en moyenne en Europe, les cotisations patronales, ça représente 34% du salaire brut versé. Ça, c'est une étude de Rexecode. Et en Allemagne, c'est 30%. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on fait porter, en fait, au travail l'essentiel de notre modèle social. C'est la raison fondamentale. Mais donc, vous vous retrouvez dans une situation où, quand on se compare par rapport à l'Allemagne, nos ingénieurs nous coûtent plus cher. Un ingénieur français nous coûte plus cher qu'un ingénieur allemand, même si à la fin, le salaire brut reçu par l'ingénieur français est moins élevé que le salaire brut reçu par l'ingénieur allemand. On se retrouve dans cette situation-là. Ce qui d'ailleurs soulève des questions d'attractivité aussi, parce que quand on parle d'attractivité du territoire, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Le temps de travail, 35 heures, on a pris cette décision. Je vous invite à regarder la part de l'industrie dans le PIB depuis que cette décision a été prise. Et je pense que la courbe parle d'elle-même. Je terminerai en évoquant un dernier point qui est important. C'est que dans la décision d'implantation industrielle d'une entreprise, il y a l'enjeu de la visibilité et de la stabilité. Évidemment. Et donc le fait qu'en 2017, il y ait
comment dire, une politique pro-business qui a été mise en place, a été très importante. Et d'ailleurs, on a vu les résultats avec une amorce de réindustrialisation du pays. Mais c'est absolument fondamental de maintenir une stabilité fiscale et de maintenir d'ailleurs une stabilité politique aussi, si je puis me permettre, parce que ce sont des éléments importants pour une entreprise, pour un industriel, d'investir dans un endroit où le climat, je dirais, est clair et où on a une grande visibilité, une grande stabilité. Rien que l'on ne déteste plus que l'instabilité et l'incertitude. Merci, monsieur le directeur général, pour ces propos liminaires tout à fait intéressants et en plein lien avec la commission d'enquête qui est la nôtre. Avant de passer la parole à Alexandre Loubet, rapporteur, j'avais quelques questions à vous poser, que je vous poserai peut-être d'un bloc, et ensuite vous répondez à celles que vous souhaitez. Ma première question concerne vos filières d'approvisionnement en France. On a beaucoup évoqué en sortie de crise Covid et de relance de votre filière des difficultés de montée en cadence. Notamment, je crois que le groupe Airbus a été particulièrement vocal à ce sujet sur ces filières de sous-traitance. Pouvez-vous nous faire un état des lieux aujourd'hui de vos capacités de monter en cadence vis-à-vis du marché auquel vous répondez, et est-ce que vous avez des mesures particulières qu'il serait de bon ton de notre part à prendre pour soutenir la montée en cadence de ces filières sur le territoire français? Deuxième question concerne justement la question du marché américain que vous évoquiez. Vous avez signalé le fait que vous aviez des activités basées au Mexique et d'autres aux États-Unis. De quelle manière la politique tarifaire menée actuellement par l'administration Trump, je dirais même en lien direct avec la politique fiscale menée à travers l'Inflation Reduction Act par l'administration Biden, peut-elle guider vos choix d'investissement dans les 2 à 3 ans qui viennent? Et en lien avec cette question, êtes-vous aujourd'hui soumis sur votre activité civile à des restrictions liées aux normes ITAR et aux différentes mesures par exemple du Cloud Act, entre autres, sur vos capacités à exporter, à vendre à certaines compagnies aériennes, notamment vos activités de maintenance, ou même à certains constructeurs vos moteurs? Ma troisième question concerne l'aviation civile en Chine. Vous avez évoqué le groupe COMAC. Est-ce qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises par le président Xi Jinping et ses administrations en matière de restriction d'accès au marché stratégique chinois impactent votre activité? Et doit-on nous attendre à l'émergence d'un Safran chinois dans les 2 à 3 ans qui viennent qui pourrait venir mener une compétition vitale à votre activité sur ce marché en croissance? Et enfin, dernière question. Sur le volet militaire, vous avez évoqué la question du financement. Ma question sera peut-être un peu plus large. La France et l'Europe ont-elles la capacité aujourd'hui de délivrer un moteur nouvelle génération pour l'aviation militaire? Je pense notamment au programme SCAF ou alors à son équivalent purement français, en toute indépendance vis-à-vis de nations extérieures, nommément la Chine et les États-Unis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, montée en cadence. Le secteur de l'aéronautique, comme d'autres secteurs d'ailleurs, a subi une succession de chocs depuis 2020. Ça a commencé avec le Covid, où le trafic aérien mondial s'est écroulé de 80% au mois de mars 2020. Ça ne s'était jamais vu. Il y avait déjà eu des chocs dans le passé, mais ça a eu des impacts, je dirais, momentanés, qui ont duré 2-3 mois, et le trafic est très très vite reparti derrière. Là, ça a été un choc, je dirais, d'une ampleur sans précédent, qui a fortement déstabilisé l'ensemble de la supply chain, en fait, parce que
dans un grand nombre de pays, les entreprises n'ont pas eu d'autre choix que malheureusement se séparer d'un certain nombre de leurs collaborateurs. Pour Safran à l'époque, notre chiffre d'affaires a baissé de 40%, en fait, ce qui est énorme. Et donc ça nous a amené d'ailleurs à nous séparer d'à peu près 20 000 collaborateurs dans le monde. Le seul endroit, le seul pays où nous n'avons pas réduit nos effectifs a été la France, parce que le gouvernement français avait mis en place le système de l'APLD, qui nous a permis de maintenir l'emploi et de maintenir les compétences. Et en plus, on a eu un accord avec nos partenaires sociaux, un accord dit de solidarité pour maintenir l'emploi en France. Avec cette perte d'effectifs en fait à l'échelle mondiale, je ne parle pas du groupe Safran, je parle de l'ensemble de l'industrie, quand petit à petit le trafic est revenu, il a fallu réembaucher. Et toutes les entreprises du monde aéronautique se sont mises à réembaucher. Mais malheureusement, quand vous faites ça, ce sont des personnes expérimentées qui sont parties. Vous réembauchez des personnes plus jeunes, moins expérimentées, qu'il faut former, donc ça prend du temps. Et en fait, dans certains cas, pour certaines sociétés, il y a eu une perte de compétences au passage. Donc tout ça expliqué la difficulté de la remontée en cadence après le Covid, parce que les chaînes d'approvisionnement avaient été fortement perturbées. Là-dessus, le trafic commençait à bien repartir vers la fin de l'année 2021, et en février 2022, deuxième choc avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a eu un impact considérable sur l'amont de nos chaînes de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des matières premières, parce qu'il se trouve que la Russie était un producteur important pour un certain nombre de matières premières, comme le nickel, l'aluminium, le titane, etc. Et donc un impact très fort en amont, dont a résulté en fait un choc énergétique, comme vous le savez, et un choc inflationniste. Qui n'a pas aidé à stabiliser la situation. Et donc l'ensemble des fournisseurs se sont trouvés dans une situation où effectivement la demande était très forte et le trafic repartait, et donc la demande des avionneurs de monter en cadence était très très forte, mais en fait on s'est retrouvé devant une chaîne d'approvisionnement fragilisée par cette succession de chocs. Alors petit à petit, on est en train, en 2024, la situation s'est améliorée, fin 2024, début 2025. Petit à petit, on traite les sujets, les situations dites critiques sont en baisse, évidemment on travaille beaucoup. En France, il y a eu un gros travail des 4 grands donneurs d'ordre pour soutenir la filière, parce qu'on cherche évidemment à créer une solidarité de filière. Donc petit à petit, les problèmes sont mis derrière, et puis donc arrive, je dirais, la situation sur les tarifs, et donc le début de la guerre commerciale lancée par les États-Unis, qui va probablement continuer à perturber les chaînes d'approvisionnement, évidemment. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider? Un point peut-être important qu'il faut avoir en tête, qui dit montée en cadence, dit en fait besoin en fonds de roulement. Et donc il faut constituer des stocks, il faut acheter de la matière première, des équipements, etc. Donc il y a un besoin en fonds de roulement. Et en fait, un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire et de PME aujourd'hui sont confrontées à une situation de cash difficile, parce qu'il y a un besoin en fonds de roulement qui est important pour suivre la demande de montée en cadence, et en même temps, ce qui est assez compréhensible, en même temps on leur demande de rembourser ce qu'on appelle les PGE, qui étaient les prêts garantis par l'État, qui avaient été attribués post-Covid. Et donc vous avez un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent dans une situation un petit peu difficile aujourd'hui en termes de besoins de financement. Donc j'avais posé la question à
Bercy de savoir s'il était possible de reporter les remboursements de PGE, mais je comprends que c'est une négociation qui ne peut se passer qu'au niveau européen et que c'est compliqué. Voilà pour la montée en cadence. Les filières d'approvisionnement, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est évidemment très importante et très stratégique. Alors, quand on est dans le militaire, et notamment quand on est dans le domaine de l'aviation de combat, il faut avoir une souveraineté totale. Il n'y a pas de souveraineté d'un pays sans souveraineté dans l'aviation de combat. Ce qui fait la force d'un pays comme la France, parce que la France, c'est, en dehors des États-Unis, dans le monde occidental, encore le seul pays à être capable de faire un avion de combat de A à Z. Il n'y a pas de souveraineté dans l'aviation de combat sans souveraineté dans les moteurs. Et qui dit souveraineté dans les moteurs, dit souveraineté dans ce qu'on appelle les parties chaudes des moteurs, qui sont les parties les plus sensibles du moteur, qui sont celles qui fonctionnent à des niveaux de température très élevés. Et donc, cette souveraineté dans les moteurs, ça nécessite une souveraineté dans l'élaboration des matériaux dont sont constituées les parties chaudes de ces moteurs. Et notamment ce qu'on appelle la turbine haute pression et les aubes de turbine haute pression. Et c'est la raison fondamentale, c'est la raison stratégique numéro 1 pour laquelle nous avons souhaité racheter Aubert et Duval, qui était une société du groupe Eramet, qu'Eramet souhaitait vendre et qui était en grande difficulté après des années de crise opérationnelle et de crise qualité. Donc Airbus nous a accompagnés dans ce mouvement et c'est pour ça qu'on a racheté ensemble, avec également, en étant accompagné par Tikeo, une société donc, avec laquelle on avait monté le fonds pour accompagner la filière en 2020. Donc nous avons repris Aubert et Duval. Mais là, la première raison stratégique, c'était celle-là. C'était pour un motoriste, c'est absolument stratégique de travailler avec un élaborateur. Et un élaborateur d'alliage. Les alliages, c'est toujours une cuisine un peu particulière, surtout pour les alliages qui doivent tenir des températures très élevées. Et donc, il était absolument stratégiquement fondamental pour nous de travailler avec un élaborateur français. Dans le monde occidental, tous les élaborateurs sont américains, à l'exception d'Aubert et Duval, qui est le seul français élaborateur. Et donc, il nous a semblé vraiment fondamental pour la maîtrise de notre souveraineté et être capable de préparer les matériaux dont on a besoin pour le moteur de nouvelle génération, puisque vous en parlez, le moteur du SCAF, il nous a paraissé absolument fondamental de reprendre le contrôle d'Aubert et Duval. C'est avec Aubert et Duval qu'il y a près de 40 ans, nous avons développé les matériaux nécessaires pour le moteur du Rafale. Et donc c'est avec Aubert et Duval que nous allons développer les matériaux nécessaires au moteur de nouvelle génération, le moteur du SCAF. De manière générale, les filières d'approvisionnement, c'est évidemment un sujet stratégique. Et quand je parle de souveraineté, j'associe également beaucoup le mot résilience. Et donc nous avons une stratégie aussi de résilience de notre supply chain. On n'est plus dans un monde de globalisation heureuse. C'est évident de le dire maintenant, mais c'était déjà le cas, on le voyait venir depuis quelques années. Et donc nous avons pris la décision de systématiquement développer des doubles sources dans nos chaînes d'approvisionnement. De manière à... C'est une stratégie qu'on a décidée, c'est vraiment notre boussole, c'est de ne pas avoir de point de défaillance unique. Et donc des stratégies de double source, voire parfois de triple source pour des équipements de très très grand volume. Et donc on travaille nos chaînes d'approvisionnement pour avoir cette résilience. Et donc ça nous oblige effectivement, sur telle ou telle pièce du moteur, chaque pièce du moteur LEAP a une double source, voire une triple source. Et donc généralement on a une source française, mais on peut avoir aussi une source à l'étranger. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on diversifie nos chaînes d'approvisionnement. Donc double source, c'est vraiment une boussole. Et c'est vrai également sur l'approvisionnement matière. Aujourd'hui, dans les domaines qui sont les nôtres, on est confronté dans certains domaines, comme par exemple la fonderie ou la forge, à un oligopole américain, dans le domaine de la forge et de la fonderie. Donc c'est pour ça que nous avons pris la décision à la fois de racheter Aubert et Duval
et donc d'avoir effectivement un forgeron. Alors nous étions le seul motoriste à être déjà forgeron, mais on a donc renforcé notre capacité d'être forgeron. Et puis nous avons décidé également de développer l'activité de fonderie d'aubes de turbines. Et comme c'est une activité stratégique, on a décidé de le faire en France. Et on a décidé de s'installer à Rennes. Et on a fait cette annonce il y a à peu près un an, de s'installer à Rennes et de créer 500 emplois à Rennes pour développer une fonderie d'aubes de turbines. Encore une fois, activité très stratégique dans le domaine militaire, mais également dans le domaine civil, puisque ça fait partie des pièces les plus critiques d'un moteur. Nous avons bien travaillé avec la maire de Rennes, avec le conseil régional, nous avons été soutenus, on a fait un beau dossier, 500 personnes, on s'est installé dans une zone ex-Stellantis, donc on a respecté totalement le, comment est-ce qu'on appelle ça, le zéro artificialisation nette, voilà, et là on a été surpris, et ça, voilà, je le dis quand on parle de réindustrialisation, je me permets de dire ça, on a été surpris, dès l'annonce, d'être critiqué par les écologistes à Rennes, qui ont mis en cause comment dire, la majorité municipale de Rennes. On avait négocié avec la maire socialiste de Rennes. Encore une fois, ça s'est très très bien passé. Et là, les écologistes, pardon, nous ont jeté des tomates sur le thème, c'est scandaleux, un groupe vient s'installer, créer de l'emploi, c'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer, et puis c'est le militaire, c'est pas bien. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Donc, chaque fois que l'on aura un choix de localisation, je systématiquerai, je bannirai, je dirais, une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. C'est pas politique. C'est pas politique. Mais je veux dire, à partir du moment où on oublie l'intérêt national, à partir du moment où on ne comprend pas, on a une attitude égoïste, et on ne comprend pas que créer 500 emplois dans un endroit, c'est quand même très important pour le territoire, c'est très important pour la vie des personnes qui sont là, moi je trouve que, à un moment donné, très bien. Très bien, soit. Avant de passer la parole au rapporteur promis juste après, vous pouvez juste nous faire un point sur le volet chinois. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Alors, le sujet ITAR est un sujet important, c'est un sujet de souveraineté. Et évidemment, dans le domaine de la défense, notre stratégie, c'est d'être ITAR-free, comme on dit, c'est-à-dire de ne jamais devoir être en situation d'aller demander la permission à la Maison-Blanche d'exporter tel ou tel de nos produits. Je rappelle que dans le domaine de la défense, l'exportation, le principe c'est que l'exportation est interdite, sauf autorisation de l'État, évidemment, et donc tout ce que l'on fait, on le fait dans un cadre étatique. Mais il est hors de question d'avoir une quelconque dépendance par rapport à un pays tiers. Je donne l'exemple, par exemple, des Gripen suédois. Le Gripen suédois, l'avion de combat suédois, est motorisé par un moteur américain. Donc, la Suède ne peut pas exporter son avion de combat dans un quelconque pays sans l'autorisation de la Maison-Blanche. La Chine. La Chine est un pays important. C'est 20% du marché mondial dans le domaine de l'aéronautique. Donc c'est un pays qui est important pour Airbus, évidemment. C'est un pays qui est important pour Boeing. Et c'est évidemment un pays qui est important pour nous. Donc nous avons... et donc la Chine a une ambition légitime de développer son industrie aéronautique. Elle a commencé en développant un avionneur. Et évidemment, et on ne se fait pas d'illusions là-dessus, encore une fois, c'est logique,
la Chine va chercher à développer également ses compétences dans le domaine des moteurs d'avion, évidemment. Donc nous sommes présents en Chine, nous avons quelques activités de production en Chine, et nous avons des activités de maintenance en Chine. C'est-à-dire que nous servons la maintenance de nos clients, compagnies aériennes chinoises, à partir de la Chine. Voilà, donc c'est une activité locale pour le marché local. Nous avons quelques activités de production, mais toujours avec cette idée de créer de la résilience et de ne jamais être dépendant d'un point de défaillance unique ou d'une source unique, bien entendu. S'agissant de la Chine, nous avons donc une politique, évidemment, de ne partager aucune avancée technologique. C'est-à-dire que nous sommes dans une activité où nous vendons des équipements, mais nous ne faisons aucun partage de technologie. Parce qu'évidemment, on ne va pas favoriser l'arrivée d'un concurrent. Voilà, donc pas de partage de technologie, mais par contre, évidemment, on a une relation classique client-fournisseur avec nos clients chinois. Maintenant, dans le domaine des moteurs, c'est un équipement évidemment très critique qui nécessite une connaissance approfondie des matériaux, de la métallurgie, etc. Donc l'arrivée sur le marché est quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc je ne vois pas un concurrent motoriste chinois arriver dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Par contre, effectivement, je n'ai aucun doute que sur le moyen terme, un jour, la Chine maîtrisera à la fois sera capable de développer des avions et sera capable de développer des moteurs, bien sûr. Mais ça prendra un petit peu de temps. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de venir témoigner devant nous parce que je pèse mes mots et je le dis d'autant plus que j'ai plusieurs de vos sous-traitants dans ma circonscription en Moselle qui font partie plus généralement de la BITD, ce socle industriel de la défense et des technologies de défense, et qui sont fiers souvent de dire que eh bien, elle fournit des produits Safran. Donc effectivement, Safran est une fierté française et je vous remercie d'avoir souligné que dans vos objectifs, il y avait la décarbonation, enjeu planétaire, et il y avait la souveraineté, enjeu national, qui malheureusement aujourd'hui de plus en plus trop mis de côté et parfois considéré comme un gros mot. Et croyez bien que j'ai trouvé cela tout à fait digne. Voilà. J'aurais tout un tas de questions, certaines ont été traitées par le président. Je vais me permettre d'abord de rebondir sur l'une des questions qu'il vous a posées, à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu, concernant les répercussions de la politique commerciale agressive menée par les États-Unis à notre encontre, sur notamment vos activités civiles d'une part. Donc quelles sont les répercussions? Première question. Deuxième question, considérez-vous que la réponse européenne envisagée donc à court terme, parce qu'on a bien compris que cela risquait d'évoluer d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique d'ailleurs, la réponse européenne vous semble-t-elle à la hauteur? Deuxième question. Troisième question, vous avez évoqué le fait que pour fournir notamment Boeing aux États-Unis, eh bien, la contrepartie c'est évidemment d'implanter des sites industriels sur le sol américain. Considérez-vous que c'est une logique à adopter en Europe pour réindustrialiser le continent et plus précisément notre pays? Et enfin, dernière question sur ce volet-là, êtes-vous défavorisé dans les marchés publics européens du fait de l'absence d'une véritable préférence européenne à ce jour? Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Sur les tarifs, évidemment, nous sommes impactés. Nous sommes impactés par l'ensemble des flux que nous livrons à nos clients américains. En provenance, je dirais, soit du Mexique, soit du Canada, même si les dernières décisions qui ont été prises, relativisent un petit peu le sujet vis-à-vis du Mexique et du Canada. On n'est quand même pas totalement revenu à la situation qui était celle qui prévalait avant l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche. Donc il y a quand même des tarifs qui s'appliquent.
mais aussi pour tout ce qui vient d'Europe, puisqu'on livre quand même beaucoup d'équipements directement d'Europe vers les États-Unis. Donc quand je regarde les flux internes de Safran, on parle de milliards de dollars de flux d'Europe pour le groupe Safran, hein, d'Europe vers les États-Unis. Donc c'est plusieurs milliards de dollars, ne serait-ce que déjà les moteurs. Alors les moteurs qu'on livre à Airbus et à Boeing sont des moteurs franco-américains. Donc de par le partenariat que je vous ai indiqué, ce moteur, il a un contenu 50% français, 50% américain. Donc quand si ces moteurs sont livrés aux États-Unis, ben, il y a une taxe sur la partie française. Voilà. Si l'Europe devait apporter une riposte symétrique, évidemment, la même chose s'appliquerait de l'autre côté. Bon. Donc aujourd'hui, nous sommes impactés. Alors on est très proactif en termes de mesures, on appelle ça mitigation en anglais, mais c'est de mesures de management du risque. Donc en travaillant sur l'optimisation de nos flots, de nos flux. Et notamment, bon, il y avait un certain nombre de pièces, par exemple, qu'on fabrique dans un pays qui transite par les États-Unis pour à la fin livrer une compagnie américaine, une compagnie aérienne qui n'est pas américaine. Donc dans ces cas-là, évidemment, on optimise nos flux. On évite de passer par les États-Unis s'il n'y a pas de transformation de la pièce qui est nécessaire. Donc on fait tout un travail d'optimisation de nos flux. Et donc ça permettra déjà de contenir un petit peu le sujet. Mais forcément, cette affaire de tarifs, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement sur les États-Unis, d'abord, elle crée déjà des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, parce qu'il y a déjà des fournisseurs qui commencent à envoyer des messages en disant « moi j'arrête de livrer parce que je ne veux pas payer les tarifs ». Donc j'arrête de livrer sauf si vous payez. Enfin, on reçoit ce genre de message. Donc il y a déjà des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, en fait. Et par ailleurs, bah, évidemment, nous, on va engager une discussion avec nos clients américains sur bah, le paiement de ces tarifs douaniers. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on absorbe ça. Donc, à la fin des fins, ma conviction, c'est que c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais c'est surtout une mauvaise nouvelle pour nos clients américains. C'est-à-dire que dans le domaine de l'aéronautique, c'est Boeing qui souffrira, d'abord, parce que Boeing achète beaucoup d'équipements européens et d'équipements non américains. Et puis, c'est les compagnies nord-américaines, quand elles vont acheter des pièces de rechange, pour continuer à voler, parce qu'une compagnie aérienne, elle dépense beaucoup d'argent pour la maintenance de ses avions. Et donc elle achète en permanence des pièces de rechange, de moteurs ou d'équipements critiques ou de sièges, etc. Et donc la compagnie aérienne qui va acheter, nord-américaine, qui va acheter ces pièces de rechange, elle les paiera plus cher que n'importe quelle compagnie aérienne ailleurs dans le monde, aujourd'hui. Donc les premiers qui vont souffrir de cette affaire, c'est vraiment les acteurs américains. Je pense d'ailleurs que les quelques messages qui ont été passés la semaine dernière ont probablement amené, enfin ça c'est mon interprétation, l'administration américaine à reculer. Bon. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Sur la réponse européenne, je ne pense pas qu'il faille faire une réponse totalement symétrique. Parce que quelquefois, vous pouvez avoir plus mal par la réponse qui est faite que par l'action initiale. Parce qu'effectivement, dans l'industrie aéronautique, par exemple, c'est une industrie qui est globale, au sens où il y a beaucoup de flux entre l'Europe et les États-Unis. Airbus achète beaucoup d'équipements américains. Et Boeing achète beaucoup d'équipements européens. C'est une industrie sur laquelle, depuis 1979, il y avait un accord bilatéral qui date de 1979 qui exemptait de droits de douane l'industrie aéronautique. Ceci a permis à l'industrie aéronautique des deux côtés de l'Atlantique de prospérer. Et aujourd'hui, l'industrie aéronautique
représente un excédent de balance commerciale aux États-Unis et représente aussi un excédent de balance commerciale en Europe et notamment en France. Donc ça a été gagnant-gagnant. Et donc évidemment, nous, notre aspiration, c'est de revenir à cette situation-là, parce qu'on pense que c'est la meilleure, c'est la situation gagnant-gagnant. Voilà. C'est d'ailleurs, je crois comprendre, également la position de nos partenaires et clients américains. C'est de revenir à ça. Je pense pas que l'industrie américaine dans son ensemble suive la politique, je dirais, de l'administration actuelle. Donc, revenir à la situation d'avant, sinon, la réponse de l'Europe, sans être symétrique, parce qu'elle doit être bien pesée, elle doit quand même être ferme. Elle doit être ferme, et donc nous, on insiste pour que la réponse de l'Europe soit ferme. Donc je comprends que la décision a été prise de suspendre la réponse pendant 90 jours pour se donner le temps de la négociation. Je pense qu'il ne faut pas faiblir, et il faut que l'Europe soit prête, si la négociation n'est pas possible, à répondre fermement. L'Europe, quand elle est unie, elle est forte, et donc elle a tous les moyens de répondre fermement, et notamment, pourquoi pas, en utilisant l'instrument dit de la coercition. Encore une fois, c'est pas forcément une réponse symétrique, ça c'est pas forcément la chose la plus pertinente, mais c'est vraiment de faire une réponse ferme qui fasse mal. Je vous remercie. Et concernant donc la fin de ma question, est-ce que l'absence de véritable préférence européenne dans les marchés publics vous a déjà défavorisé, vous favorise, vous, groupe Safran, et également considérez-vous qu'il y a une certaine naïveté de la part de l'Europe de ne pas faire comme les États-Unis, à savoir conditionner l'accès au marché par des implantations obligatoires? Et je me permets une question supplémentaire. Selon vous, même si je devine un peu la réponse, mais j'aimerais avoir des précisions de votre côté, de votre part, une implantation est-elle sur un autre continent est-elle nécessairement synonyme de transfert de technologie? Alors, l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe achète, je crois, presque 75% de ses équipements militaires en dehors d'Europe. Et pour l'essentiel, aux États-Unis. Donc il y a un déséquilibre. Je pense que le seul pays en Europe qui a toujours eu, depuis le général de Gaulle, en tête les enjeux de souveraineté, ça a été la France. Mais nous avons été très isolés globalement là-dessus, et personne ne nous écoutait. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, ce sujet de la souveraineté commence à percoler un peu plus dans les autres pays en Europe. Donc oui, nous sommes favorables, évidemment, à ce qu'il y ait une préférence européenne claire pour les équipements de défense. Après tout, aux États-Unis, il y a un Buy American Act. Donc il n'y a pas de... Je veux dire, ça n'est qu'une opération symétrique. Bon, comme vous le savez et comme vous l'imaginez, un certain nombre de pays préfèrent ne pas se poser la question et acheter américain parce que tout simplement, c'est, de leur point de vue, la meilleure garantie d'avoir une protection américaine. Alors, on entend des arguments de deux natures, puisqu'il y a eu une discussion là au niveau de la Commission européenne sur ce sujet dans le cadre de ReArm Europe, où la France a été le pays en pointe pour défendre la notion de préférence européenne. On entendait des arguments de deux natures qui sont facilement balayables, à mon avis. Enfin, en tout cas, au moins partiellement. Le premier argument qu'on entend régulièrement, c'est oui, mais il y a urgence à se réarmer. Et comme il y a urgence à se réarmer, il faut absolument ouvrir les portes en grand pour des équipements américains. Ça, c'est le premier argument. Alors, c'est vrai qu'il y a urgence, évidemment,
Mais les industriels américains aujourd'hui sont également confrontés à une très forte demande partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, et ne sont pas forcément les mieux placés pour répondre à ce besoin d'urgence. Ça, c'est le premier point. J'ai un exemple précis en tête, parce que je reviens de Pologne. J'étais en Pologne il y a 2 semaines, et où on nous a sollicité parce que le partenaire américain sur un produit particulier n'était pas en mesure de livrer suffisamment d'équipements de rechange et de pièces de rechange. Et donc, on nous a appelés à l'aide. Donc, j'en veux pour preuve ça. Et cet argument-là, il est au moins partiellement, on peut le balayer. Le deuxième argument qu'on entend aussi, oui, mais les équipements américains sont de toute façon plus performants. C'est pas vrai, ou c'est pas systématiquement vrai. Je pense qu'on n'a pas à avoir honte de la performance de nos équipements, bien au contraire. Je crois que en utilisant ces deux arguments, c'est ce que d'ailleurs je me suis permis de dire, on est allé à Bruxelles avec Madame Kucharekova il y a quelques semaines. On a entendu un peu ces arguments et je me suis permis de dire que c'était une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'en mettant en avant ces arguments, évidemment, ça conforte le fait d'aller chercher un équipement américain sans se poser même la question d'acheter européen, et c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc il faut les combattre. Donc oui, je suis, et nous sommes d'ailleurs, toute l'industrie française aéronautique est très en faveur d'une forte préférence européenne. Qu'est-ce que ça veut dire préférence européenne? Préférence européenne, ça veut dire un contenu européen. Donc on a évoqué le mot 65%, mais c'est surtout une autorité de conception européenne. C'est ça qui est important, une autorité de conception européenne. Parce que si vous avez même une production européenne d'un équipement qui a été conçu aux États-Unis, vous n'avez pas la maîtrise de votre équipement. Vous n'avez pas la maîtrise de son utilisation. Et donc, le critère le plus important, c'est l'autorité de conception européenne. Alors, les implantations sont-elles nécessairement liées à des transferts de technologie? Non, on peut faire très bien une implantation qui est une simple activité de production. Bon, par contre, maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, ça fait d'ailleurs partie des éléments ou des critères d'implantation, dans le domaine de la défense spécifiquement, on a de plus en plus de pays qui nous demandent de faire ce qu'on appelle du make-in, c'est-à-dire de la fabrication sur place et même du transfert de technologie. L'Inde est un exemple typique. La France a un grand partenariat dans le domaine de la défense avec l'Inde. L'Inde nous achète beaucoup d'équipements de défense et l'Inde est évidemment friande c'est logique, hein, d'avoir des implantations industrielles en Inde et voire du transfert de technologie. Ce qu'on est prêt à faire, dans une certaine mesure, bien sûr. Je vous remercie. Quelques questions concernant Ariane Group. Vous détenez évidemment ce groupe avec Airbus. Tout d'abord sur Ariane 6. Concernant la règle européenne du retour géographique qui vous impose finalement près de 600, j'ai lu dans la presse, sous-traitants, avec évidemment la volonté que chaque État qui contribue, il y en a 13 semble-t-il, reçoivent une charge de travail alignée sur sa contribution financière au programme Ariane 6. Est-ce que le fait de vous imposer ces sous-traitants est une véritable contrainte, ou bien finalement c'est une contrainte surmontable qui ne freine pas l'innovation aujourd'hui? Merci de cette question. J'ai été un des tout premiers à critiquer cette règle du retour géographique. Alors attention, je ne critique pas le principe du retour géographique en soi, j'en critique les modalités dans le cas d'espèce. Pourquoi? Alors, c'est normal. D'abord, Ariane, c'est un programme magnifique. C'est 50 ans de politique spatiale européenne. Ça a été une grande réussite. Et c'est vrai que nous sommes très challengés par SpaceX aujourd'hui, qui nécessite en fait de s'adapter en fait à cette nouvelle compétition d'un lanceur qui non seulement
est réutilisable, mais vous savez que SpaceX est également très très fortement soutenu par le gouvernement américain. Donc encore une fois, il ne faut pas être naïf dans cette affaire. Alors Ariane 6, permet de réduire le coût des lancements par rapport à son prédécesseur Ariane 5. Mais en fait, Ariane 6 est confronté donc à cette compétition de SpaceX, et donc nous devons être compétitifs en termes de prix. Le problème avec la manière dont ça a été lancé, moi je comprends, je respecte parfaitement qu'à partir du moment où un pays accepte de financer à hauteur de X% un programme tel qu'Ariane, c'est normal que ce pays demande en retour d'avoir X% de la charge industrielle. Ce serait naturellement la position qu'on prendrait en France, et donc il faut respecter le fait que c'est une position légitime de tous les pays qui participent à ce programme. Donc je ne critique pas ce principe en soi, ce que je critique c'est la modalité. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont ça se passe, c'est que les partenaires qui sont sélectionnés, parce qu'en général, il n'y a que 1 ou 2 acteurs par pays, donc le partenaire, il est incontournable en fait. Qu'on aille en Suède, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en fait, il y a un partenaire incontournable. Et en fait, donc on nous dit qu'il faut travailler avec ce partenaire-là, soit, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que le partenaire en question fait une offre de prix pour sa prestation, pour sa partie de la fusée Ariane, son composant ou son module. Et en fait, Ariane Group n'est pas vraiment en position de négocier le prix, parce que le partenaire en question dit de toute façon je suis incontournable, mon pays a participé à hauteur de X% au programme, donc vous devez passer par moi, donc c'est ça le prix, sinon il n'y a pas d'accord, il n'y a rien du tout. Et donc ça ne marche pas. Ça marche pas parce que vous avez un système où en fait, en dehors d'Ariane Group, qui lui est confronté à cette pression sur le marché des prix, ses partenaires imposés en quelque sorte sont dans une situation d'arsenal. Et donc en fait, on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où, par rapport à la situation d'Ariane 4, Ariane 5, il y a une vraie concurrence américaine qui est très très forte, une pression sur les prix et un système qui est totalement arsenalisé. Et donc pour moi, la bonne approche eût été de dire, puisque vous avez financé X% du programme Ariane 6, eh bien votre industriel a le droit d'obtenir X% du prix, quel que soit le prix. Comme ça, tout le monde est confronté à la même pression compétitive et concurrentielle du marché, et tout le monde s'astreint à faire des efforts de compétitivité. Ce principe-là, qui est un principe qu'on appelle de risk sharing en anglais, donc de partage du risque, c'est un principe qui existe dans toutes les relations partenariales dans le domaine de l'aéronautique, par exemple sur les moteurs. Nous participons nous-mêmes à des programmes de gros moteurs qui sont faits par notre partenaire General Electric, et on est sur un modèle de risk sharing, de partage du risque. Et donc ça aurait été un système sain. Mais là, on est dans un système d'arsenal. Donc aujourd'hui, ces partenaires-là, moi je les appelle les 7 magnifiques, les Magnificent Seven, ce sont des entreprises qui n'ont finalement, aucune force pour les amener à être plus compétitifs et à faire les efforts nécessaires. Donc ça, c'est une leçon à prendre pour la suite, pour le prochain. Et il faudra qu'on soit dans un système qui soit plus sain, toujours européen, parce que c'est important de conserver le niveau européen. Je pense que dans le domaine spatial, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le souci qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on sent des forces centrifuges, avec l'Italie d'un côté, l'Allemagne de l'autre. Faut qu'on soit vigilant là-dessus. Donc nous, on plaide quand même pour maintenir cette dynamique européenne qui a quand même réussi pendant 50 ans et d'adresser ce challenge de SpaceX ensemble, mais dans un cadre qui soit plus sain.
de partage des risques. Merci. Toujours sur Ariane Group, le président exécutif, Monsieur Sion, a récemment déclaré qu'il sera nécessaire, je cite, de créer un modèle européen original concernant le programme qui succédera, pardon, je vais y arriver, au programme Ariane 6. Concrètement, quel sera ce nouveau modèle européen original? Est-ce que vous craignez la fin du monopole d'Ariane Group, notamment sur les lanceurs lourds, et que cela débouche, comme vous l'avez un peu dit, à la dispersion finalement des forces européennes, des efforts à la fois budgétaires européens, mais aussi en matière de demande européenne, qui actuellement n'est déjà pas très volumineuse et qui se retrouverait potentiellement atomisée. Question complémentaire, en comparaison à des puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, considérez-vous qu'en Europe, le secteur du spatial est suffisamment soutenu? Ce sera a priori ma dernière question sur Ariane Group. Merci. Non, ce nouveau modèle, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Il n'y a strictement aucune garantie pour que Ariane Group soit l'entité européenne sélectionnée pour faire la suite d'Ariane 6. Aujourd'hui, et ça a été d'ailleurs convenu, c'est dans le cadre de la conférence de Séville par les principaux pays européens. Aujourd'hui, ce qui a été convenu, c'est qu'il y aurait un appel d'offres qui serait ouvert et que le meilleur gagne. Donc rien ne garantit aujourd'hui qu'Ariane Group soit retenu pour le successeur. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement inventer un nouveau modèle plus compétitif. Et donc c'est dans ce cadre-là, je pense que faudra que Ariane Group travaille avec des partenaires, mais dans un cadre qui soit, encore une fois, plus sain, où chacun soit confronté en fait à la même pression compétitive. C'est ça qu'il faut. On n'est plus dans une logique d'arsenal. La logique d'arsenal a bien fonctionné pendant 50 ans, encore une fois, mais on n'est plus là-dedans, c'est fini. Merci. Vous avez déclaré tout à l'heure que, je cite, la France n'a plus la même compétitivité qu'elle a eue dans le passé au regard de ses tarifs énergétiques notamment, et que l'énergie devait rester un atout pour le territoire français qui se retrouve aujourd'hui affaibli. Ce sont donc vos citations dans les propos introductifs. Je suppose que vous voyez très bien où je souhaite vous amener. Nous avons aujourd'hui des règles dans le marché européen. Il y a une réforme qui allait dans le bon sens, mais qui, de mon point de vue, reste très insuffisante. Cette réforme vise donc à accorder un prix attractif correspondant à peu près au coût de production en France, donc essentiellement coût de production nucléaire hydraulique, à nos groupes électro-intensifs, ce qui est une très bonne chose. Seulement, de nombreuses études, à commencer par celle de la BPI, affirment que les 2 tiers du potentiel de réindustrialisation de la France reposent sur nos PME et nos ETI. Donc tout cela est évidemment complémentaire, les grands groupes et notre socle industriel de base. Aujourd'hui, au nom de quoi, de votre point de vue, priverions-nous ces PME et ces ETI de l'avantage attractif que peut constituer le prix de l'énergie en France? Ne pensez-vous pas, d'autant plus au sein du marché unique européen, dans lequel on peut se retrouver pénalisé par des coûts de main-d'œuvre particulièrement attractifs en Europe de l'Est, ne pensez-vous pas justement que si la France retrouvait sa souveraineté énergétique en matière de prix, sans remettre en question les flux, les échanges évidemment d'électricité au travers des interconnexions, eh bien la France sera en quelque sorte l'Eldorado de l'industrie en Europe? Bon, d'abord, je crois qu'il ne faut pas opposer les grands groupes et les PME, les ETI, parce qu'en fait, on forme un écosystème cohérent. C'est-à-dire qu'un grand groupe qui n'a pas, comment dire, ses fournisseurs et son écosystème de fournisseurs, c'est une fragilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a 50% de nos achats qui sont en France. Donc on entretient une filière aéronautique qui est importante. On l'entretient avec Airbus, hein, et donc ça crée quand même un ciment. Donc je ne veux surtout pas opposer grands groupes et PME, ETI. On fait partie d'un écosystème complet. Sur l'énergie, bon, c'est d'ordre 1.
pour les, pour les activités qui sont, comme on dit, électro-intensives. Je ne mettrai pas ce sujet de l'énergie au même niveau, quelle que soit l'activité du groupe. Pour des activités d'assemblage, par exemple, qui ne sont pas très consommatrices d'énergie, c'est quelque chose qui est un critère, mais un critère parmi d'autres, ce n'est pas un critère très prioritaire. Bon, donc, mais quand on en consomme beaucoup, ça devient un des critères prioritaires, voire le critère prioritaire. Ce dont les industriels ont besoin, c'est une énergie qui soit compétitive, qui soit décarbonée, évidemment. Et en fait, ce dont on a besoin également, c'est d'une visibilité sur le long terme. Parce que ce qu'on a appris, c'est qu'entre 2020 et 2023, je vous rappelle, entre 2019 et 2023, le prix de l'électricité a été multiplié par 5 en France. Moi, je regardais, je faisais la comparaison du prix de l'énergie dans chacune de nos entités dans le domaine des freins carbone. Les freins carbone, on est leader mondial pour les freins carbone. Et on équipe un avion sur 2 dans le monde. Et en fait, on a 3 usines. On a une usine en France, à Villeurbanne. On a une usine dans le Kentucky, aux États-Unis. On a une usine en Malaisie. Et en fait, en 2019, si vous voulez, les prix de l'énergie étaient assez comparables dans les 3 zones géographiques. En 2023, le prix de l'électricité avait été multiplié par 5 en France par rapport à 2019, alors qu'il était resté relativement stable aux États-Unis et qu'il avait légèrement augmenté en Malaisie. Donc ça crée un vrai sujet de compétitivité. Alors depuis, puisque 2023 ça a été un pic, depuis le prix de l'électricité a baissé, comme vous le savez. Il n'empêche que ça donne une leçon. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle volatilité en Europe? Parce que c'est un marché européen. C'est un marché européen qui fonctionnait sur la base de la dernière centrale mise en ligne, etc. Et donc on avait un marché qui était en fait très volatile. Or, un industriel ne peut pas vivre avec une volatilité de cette nature. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est important? Quels sont nos critères à nous? C'est une énergie compétitive, décarbonée, avec une visibilité sur les 10 prochaines années au moins. On ne peut pas se permettre d'avoir une telle volatilité. Et ça, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est le genre de proposition qu'on peut vous faire. Alors, quels sont les types d'énergie dont on a besoin dans les process qui sont assez lourds industriellement? Ce sont des énergies qui sont stables, c'est-à-dire avec une livraison d'énergie qui reste stable. Autrement dit, une électricité qui ne repose que sur le renouvelable, avec les intermittences, ça ne marche pas. Pour des processus comme les nôtres, ça ne marche pas. Donc pour nous, le critère, pour cette fameuse 4e usine carbone que l'on souhaite développer, c'est une énergie donc soit nucléaire, soit hydraulique. Ce sont des énergies stables. Et encore une fois, donc décarbonées. Elles sont décarbonées par nature et avec la possibilité d'avoir un contrat sur 10 ans. Aujourd'hui en Europe, c'est très difficile d'avoir des contrats sur 10 ans. Alors c'est un petit peu ce à quoi cherche à répondre le fameux CAPN. Mais aujourd'hui, le prix de l'électricité au Québec, puisqu'on a quelques activités au Québec aujourd'hui, par Hydro-Québec, c'est 50 $ le mégawattheure. Aujourd'hui, au Québec. 50 $ le mégawattheure. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument matcher ce prix. Et encore une fois, ce prix va augmenter au fil du temps. Mais en tout cas, le prix de l'électron est un vrai sujet de compétitivité et d'attractivité du territoire. Et donc c'est normal, enfin, pour moi c'est logique, c'est une des missions d'EDF, c'est d'être un élément de compétitivité du territoire français. Et pas simplement pour les gros industriels qui sont électro-intensifs, mais pour tout le monde. Regardez la situation qu'ont vécu les boulangers pendant la période de pic de l'électricité en 2023. Donc il faut que ce soit un service rendu à tout le monde. Mais c'est un vrai sujet et c'est un véritable atout qu'il faut cultiver. Voilà. Merci. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, monsieur le directeur général, c'est que de votre point de vue,
Finalement, la question de la compétitivité énergétique, du prix de l'énergie, permettrait de contrebalancer, de compenser ce que vous avez listé en blocage, en frein, en matière de, par exemple, de coût du travail, etc., dans l'appréciation d'une implantation d'une usine en France, alors même que vous en avez déjà une aux États-Unis et une autre en Malaisie. Franchement, c'est très intéressant. Je vais me permettre une dernière question avant de laisser la parole à notre collègue, même si j'en aurais encore plein si je pouvais, si j'en avais. Concernant la recherche et le développement, Safran est le premier groupe, la première entreprise française à développer des brevets dans notre pays. Vous avez 90% de vos dépenses en R&D qui se concentrent sur le territoire national. Dans vos propos introductifs, vous nous avez dit que vous reviendriez dessus sur la question des dispositifs d'aide dont vous pouvez bénéficier, notamment le crédit d'impôt de recherche. Est-ce que vous pouvez développer ce que vous avez très brièvement évoqué dans l'introduction, s'il vous plaît? Merci. Alors, merci. Effectivement, chaque année, on est le premier ou le deuxième déposant, on est sur le podium. Enfin, avec Stellantis et Valeo, en général, on se bagarre pour les différentes marges du podium. Mais en fait, en absolu, aujourd'hui, quand on regarde sur plusieurs années, c'est effectivement le groupe Safran qui détient le plus gros portefeuille de brevets. Bon, le crédit d'impôt recherche, j'en ai touché un mot tout à l'heure, hein, c'est vraiment une manière de compenser le coût, comment dire, le coût des ingénieurs en France, et c'est un élément important. Encore une fois, pas simplement pour avoir des bureaux d'études, mais également en termes d'attractivité industrielle, compte tenu du lien nécessaire et de la proximité entre concepteurs et producteurs. Nous sommes également bénéficiaires de ce qu'on appelle le CORAC. Le CORAC, c'est le Conseil pour la recherche aéronautique civile. C'est quelque chose qui a été mis en place en 2020, parce qu'en 2020, donc au moment où on était tous particulièrement percutés par le Covid, c'est un moment où on se disait qu'il fallait intensifier l'effort de préparation de l'avenir pour effectivement la décarbonation du secteur aérien. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu effectivement la mise en place d'un soutien de l'État pour l'ensemble de l'industrie aéronautique pour soutenir ce besoin d'intensification de notre effort de recherche. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est mis en place aux États-Unis aussi, hein. L'industrie est très fortement soutenue par les pouvoirs publics là-bas. Ça existe aussi en Angleterre, ça existe en Allemagne. Voilà, donc le CORAC, donc ça a bien fonctionné. Nous avons en moyenne bénéficié d'environ 160 millions d'euros de financement du CORAC par an depuis le démarrage. Ça va baisser parce que, compte tenu je dirais de la situation budgétaire du pays, effectivement, les budgets alloués au CORAC ont baissé depuis 2023. Ce que je voudrais insister sur le fait que cet argent que l'on reçoit, pour chaque euro que l'on reçoit, on met un euro, je dirais, d'autofinancement de Safran, d'une part, et d'autre part, il y a 36% de ces fonds que l'on ruisselle vers les PME et vers les ETI. Donc on embarque avec nous dans nos programmes de préparation de l'avenir un certain nombre de PME et d'ETI françaises qui n'ont pas les moyens d'autofinancer leur part, et donc on leur autofinance leur part. Voilà, donc mais retenez que les 36% du financement que l'on reçoit ruissellent vers des PME et des ETI françaises à 100%. Chers collègues, Sébastien Huyghe. Oui, bonjour monsieur le directeur général, bonjour madame. Sébastien Huyghe, député du Nord. J'ai commis un rapport en 2004, alors ça ne nous rajeunit pas, sur l'attractivité de la France pour les sièges sociaux des grands groupes internationaux. Et je démontrais dans ce rapport que pour avoir les unités de production, il fallait de préférence avoir les centres de décision et les centres de recherche et développement. Et donc je vois que rien n'a changé et que c'est toujours très important pour avoir les usines de production dans notre pays. Vous avez évoqué donc la 4e usine pour les freins carbone dont vous devez décider de l'implantation à la mi-2025, donc ça approche.
Donc du coup, j'avais un petit peu regardé, puisque vous avez dit que la presse s'en était fait beaucoup l'écho, et j'ai vu qu'en 2019, ça devait être votre prédécesseur, avait poussé un coup de gueule, si vous me permettez l'expression, parce qu'il avait des difficultés, vous aviez des difficultés, le groupe avait des difficultés à implanter 2 usines en France, du fait des complexités administratives. Alors ma question, elle est justement... sans vouloir dévoiler quoi que ce soit dans votre réflexion bien évidemment pour l'implantation de ces usines, mais j'aimerais bien savoir les critères justement que vous listez pour le choix de l'implantation, par exemple, de cette usine ou de toute autre usine pour on ne dévoile pas peut-être des secrets du processus de décision, mais les critères de décision pour l'implantation donc d'une usine dans notre pays. Vous avez parlé, un des premiers critères, c'est l'énergie, puisque ce sont des industries énergivores, mais j'aimerais bien avoir l'ensemble des critères, parce que je pense que pour notre mission, c'est important d'appuyer sur là où il faut qu'on facilite les choses. Et peut-être aussi une appréciation comment ça se passe en France par rapport à ces critères. Et puis, si vous me permettez, vous avez évoqué vos déboires à Rennes. Donc, en tant que député du Nord, je dirais, venez dans les Hauts-de-France. Le président de région, Xavier Bertrand, a voulu faire de notre région une région pro-business. Donc, on sera très heureux de vous y accueillir. Et j'ai même un terrain dans ma circonscription qui est tout prêt à vous accueillir, pas loin d'un de vos partenaires, puisqu'on a une usine d'Assaut à Seclin. Et donc, pas loin de là, on pourrait avoir un terrain qui pourrait parfaitement faire l'affaire de Safran. D'implanter un site du côté de Valenciennes dans le cadre d'une JV avec Air France pour faire de la réparation de pièces aéronautiques. Non, oui, donc cette 4e usine, on prendra la décision dans les mois qui viennent. On souhaite effectivement arriver à une décision d'ici le milieu de l'année. Vraiment, le critère prédominant, c'est l'énergie. Parce que c'est plus de 30% du coût de fabrication des pièces, donc c'est vraiment l'enjeu numéro 1. Les autres critères sont presque secondaires. Bon, après ça, encore une fois, c'est énergie nucléaire ou hydraulique. On a la question du raccordement, c'est important, parce qu'aujourd'hui en France, c'est pas forcément facile d'être raccordé au réseau. Donc il y a l'enjeu du raccordement au réseau. Les délais sont très très longs pour être raccordé à un réseau aujourd'hui. Donc il y a la question du raccordement. Après ça, il y a toute la question de la fiscalité relative à l'énergie, parce que moi je vous ai parlé du prix de l'électron, mais il y a le transport, donc il y a le coût du transport de l'électron. Alors, il y a des efforts qui sont faits pour les électro-intensifs, et puis il y a les taxes qui sont liées à les taxes sur l'électricité. Alors, normalement, là aussi, pour les électro-intensifs, l'État est prêt à accorder des exemptions de taxes, mais c'est quand même des éléments importants qu'il faut sécuriser. D'où l'enjeu de la stabilité fiscale dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais si vous voulez, après ça, une fois qu'on a dit ça, il est d'ordre 1 ce critère. Après ça, même si le coût salarial est un peu plus élevé dans telle ou telle région par rapport aux critères de l'énergie, sur cette activité précise, c'est secondaire, si je puis dire. Est-ce qu'on peut parler qu'un à la fois alors mais par rapport aux autres pays, c'est pas tant d'une région à l'autre, mais par exemple sur les délais pour pouvoir implanter une usine en France par rapport à un pays étranger, etc., les complexités administratives que ça peut déterminer, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours très simple en France. Ceci étant dit, moi, ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est que je trouve globalement qu'il y a une bonne collaboration entre l'État et les collectivités locales concernées, et qu'au niveau local, il y a une vraie volonté de piloter le dossier collectivement,
et efficacement. Donc quand je vois la manière dont ça s'est passé, encore une fois pour notre dernière implantation à Rennes, moi je n'ai strictement aucun reproche à faire, je dirais, aux réponses que l'on a eues globales, à la fois de l'État, de la mairie et de la région, ça a très très bien fonctionné. Donc oui, je sais que c'est pas toujours simple. J'en ai pas parlé parce que je sais que la simplification, c'est pas toujours simple parce qu'il y a, enfin, on a une organisation territoriale qui est pas simple entre l'État, la région, le département, il y a les communautés de communes, etc. Mais globalement, je trouve que quand on identifie un site et qu'on commence à entrer dans un dialogue avec notamment les partenaires locaux, je trouve qu'il y a quand même du répondant. Ça, encore une fois, ça dépend. Tout le monde ne répond pas de la même façon, mais on sent quand même qu'il y a du répondant. Donc il y a sans doute des efforts à faire. Bon, après ça, il y a tout le sujet de la simplification en Europe, hein, ça n'aide pas non plus, mais ça c'est un autre sujet. C'est dans le cas qui m'occupe en ce moment, qui est la 4e usine, au-delà de tout ça, le sujet c'est le raccordement au réseau, qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut être potentiellement un sujet éliminatoire. Merci pour vos réponses très précises. En guise de conclusion, en tout cas pour ma part, question conclusive me concernant ce point que vous avez fait sur le financement de l'industrie de la défense. 1. Est-ce que vous estimez qu'à très court terme, les annonces conjointes qui ont été faites par le ministère des Armées et le ministère de l'Économie et des Finances sur le soutien par des capitaux publics et par la mobilisation de capitaux privés, à la fois particuliers et entrepreneuriaux, sont de nature à répondre tout simplement à la vague à laquelle vous faites face en matière de besoins d'investissement. Deuxièmement, à très long terme, on voit bien qu'aujourd'hui, l'approvisionnement en capitaux publics ne suffit plus. Est-ce que vous avez des recommandations pour nous de pays à observer qui ont déployé des capacités massives de financement, notamment par des capitaux privés, de leur propre industrie de défense? Un sujet qu'on a un certain nombre à regarder, c'est évidemment le passage d'une retraite par répartition à une retraite par capitalisation, à la fois pour protéger la retraite des Français, mais aussi pour nourrir des fonds de pension qui seraient capables de financer le réarmement industriel dont notre pays a besoin. Est-ce que vous voyez d'autres modèles qui existent dans des pays, d'ailleurs petits et grands, qui seraient bons pour nous de regarder pour financer cet effort de réarmement industriel? Merci beaucoup. Bon, ce sujet d'évolution vers, enfin, de complément de retraite par capitalisation, ça répond effectivement à la problématique des cotisations patronales, du financement du modèle social, etc. D'ailleurs, je note que les seules personnes qui bénéficient aujourd'hui d'un système complémentaire de retraite par capitalisation, ce sont les fonctionnaires. Bien. Sur le financement de la défense, il y a deux choses, hein, fondamentalement. Bon, d'abord, pour que les industriels investissent et montent en cadence, il faut une visibilité des commandes. Bon, et donc ça, c'est la question du budget du ministère de la Défense, et donc c'est de manière plus générale la question du budget. Mais vous imaginez bien que si il n'y a pas de commande, il n'y a pas de montée en cadence. C'est tout simple. Donc c'est premier point, c'est les commandes et la visibilité sur les commandes. Le deuxième point, c'est évidemment le financement de toute la supply chain pour qu'elle puisse suivre cette montée en cadence. Et là, ça passe effectivement par, je dirais, le soutien du monde financier, du monde bancaire aux industries de défense. Je pense que l'initiative qui a été prise il y a quelques jours par le ministre de l'économie et des finances d'une part, le ministre de la Défense, de réunir à Bercy un certain nombre d'acteurs pour parler du financement de l'industrie de défense était plus que bienvenu, parce que l'un des sujets fondamentaux,
c'était de faire valoir qu'investir dans la défense, ce n'est pas honteux, au contraire, c'est servir son pays, et encore une fois, servir les valeurs de la démocratie, dans le contexte d'aujourd'hui. Et donc c'était de craquer, en fait, ce problème qu'on avait particulièrement en Europe, que la plupart des fonds investissant en capital et que la plupart des banques prêtant, en fait, faisant du financement pour les besoins en fonds de roulement, éviter le secteur de la défense parce que la défense était perçue comme étant exclue de l'ESG. Phénomène d'ailleurs qui n'existe absolument pas aux États-Unis. Vous n'avez absolument aucun état d'âme côté investisseurs américains pour investir dans les boîtes de défense parce qu'encore une fois, ils considèrent que ce sont les valeurs de l'arsenal de la démocratie. Donc on a ce problème qui prévalait, et je crois que là, avec encore une fois le changement de paradigme qu'on vit en ce moment, je pense que le contexte se prête à une évolution des mentalités. D'ailleurs, la plupart des grands banquiers qui étaient là et des représentants du monde financier se sont engagés pour financer non pas l'effort de guerre, parce que c'est pas un effort de guerre ce dont on parle, c'est une préparation et une montée en cadence dans le domaine de la défense. Encore une fois, ce sont pas les financiers qui vont se substituer, au budget, parce que les commandes, elles sont passées par l'État. Et donc là, c'est vraiment du budgétaire, c'est le point numéro 1. Mais, encore une fois, on a besoin, ce mouvement a besoin d'être accompagné par les financiers pour accompagner la montée en cadence. Voilà, et donc ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'on voit une évolution maintenant. Voilà. Bien, merci pour ce mot de conclusion et puis pour l'ensemble de vos explications très claires qui, à mon avis, apporteront beaucoup à notre commission d'enquête. Nous vous remercions pour votre présence. Nous vous proposons par ailleurs, le cas échéant, de compléter nos échanges. Vous avez reçu le questionnaire qui vous a été envoyé il y a quelques jours pour cette audition. Et puis vous pouvez bien sûr envoyer au secrétariat, que je remercie par ailleurs pour l'organisation de cette audition, les documents que vous jugerez utiles pour notre commission d'enquête. Merci à tous les deux et la séance est suspendue pour quelques minutes avant l'arrivée de M. Trappier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous renouvelle.